Tout de suite, l'itinéraire d'une enfant du siècle devenue icône, Kate Moss, après notre maître de cérémonie. On pourrait dire qu'un mannequin, c'est juste un mannequin. Mais en réalité, un mannequin, ce n'est pas juste un mannequin. Il y a quelque chose dans sa personne qui fait qu'on l'aime, quoi qu'elle fasse. Elle n'a pas de poitrine, les jambes arquées et les dents de travers. C'est tout simplement une femme sexy, une fille sexy. Elle fait ce qui lui plaît sans penser aux conséquences. Elle est presque dans l'autodestruction. Sexe, drogue et rock'n'roll. Elle a incarné ce style de vie et y a survécu. Elle a les cheveux ternes et un petit visage rond. C'est un visage qui peut vendre n'importe quoi. Je pense que tout le monde a un avis sur elle. C'est à New York, en 1988, que tout commence. Kate Moss, 14 ans, est découverte par la directrice d'une agence de mannequins. C'est le début d'une carrière extraordinaire. La jeune fille devient supermodèle, icône internationale de toute une génération. 20 ans plus tard, le prestige de la Britannique reste intact. Photographes, grands couturiers et artistes du monde entier veulent travailler avec elle. Kate Moss. Qui a fait d'elle une icône? Et pourquoi justement elle? Le peuple est en demande d'une icône comme Kate. Les gens attendent l'arrivée d'une Kate Moss. C'est pendant ce voyage au Maroc qu'elle a fêté ses 18 ans. Elle était parfaitement à l'aise avec son corps. Elle dégageait beaucoup d'innocence. Elle était très ouverte à sa façon, calme. Elle était presque dans un état méditatif. C'est vrai que les photographes font d'une certaine façon l'image d'une personne. Mais pour ça, il faut que la personne devant l'objectif ait un vrai talent. Le démarrage de sa carrière est laborieux. Kate ne ressemble pas aux autres mannequins à succès de son époque. Elle est trop petite et pas assez sexy au sens classique du terme. John Galliano est le premier à la faire défiler en 1990. Un an plus tard, c'est au tour de Calvin Klein de l'engager pour la publicité du parfum Obsession. Les photos donnent à voir une jeune fille maigre et dénudée. Kate Moss perce enfin. Le mannequin en tant que muse. En 2009, c'est le titre d'une exposition du Metropolitan Museum qui interroge l'influence des mannequins sur la mode et l'esthétique d'une époque. Les années 90 étaient axées sur la déconstruction de la mode. Il y a eu une rupture, un changement dans les canons de beauté. Les beautés conservatrices plus classiques, qui avaient été portées au nu jusqu'alors, ont cédé la place à une multitude de beautés plus variées. Les mannequins sont devenus les muses de toute une génération. Un très bon exemple est la collection Grunge de 1992, où on commence à voir émerger le street chic. C'est le même phénomène que dans les années 60. Kate Moss a fait pour les années 90 ce que Twiggy avait fait pour les années 60, c'est-à-dire galvaniser la beauté et incarner le visage de cette révolution. Le style grunge succède au luxe effréné des années 80. Négligé, anticommercial, interdisciplinaire. Un style de rue décontracté et associé à la musique de groupes de rock indé, comme Nirvana et Oasis. Kate Moss incarne ce style comme aucune autre. C'est ce que montrent aussi les clichés de Corinne Day. La photographe britannique réalise des images d'une intimité inédite, dépouillée, spontanée et vulnérable. En 1990, les photos de la jeune fille de 15 ans paraissent dans le magazine The Face. La série The Third Summer of Love fera date dans l'histoire de la photographie de mode.
Kate Moss a été pour moi un grand choc, parce qu'elle est arrivée à la fin de l'ère des supermodèles. Des femmes comme Naomi, Linda Evangelista et toutes les autres méritaient vraiment tous les superlatifs. Elles étaient absolument fabuleuses quand elles défilaient, notamment pour Versace. Elles vous toisaient du haut de leurs 2 mètres. Et soudain, on a vu débarquer ce petit bout de femme. Versace est l'un des premiers à déceler le potentiel de la jeune Kate Moss et à l'encourager. Il l'engage régulièrement et la place au centre de ses défilés. Aujourd'hui encore, Kate Moss travaille avec sa sœur, la couturière Donatella Versace. Ça a été une bouffée d'air frais dans le monde des supermodèles. Il y a des photos fabuleuses d'elle qui datent du début des années 90, au moment où elle a vraiment démarré sa carrière. On dirait qu'elle est la fille de ces femmes. En Angleterre, à l'époque, le chômage était très important. Et les jeunes avaient juste envie de faire la fête toute la nuit et de délirer. Kate a joué un grand rôle dans cette culture, à côté des petites racailles qui traînaient dans la rue et fumaient. L'univers des supermodèles n'avait pas beaucoup de rapport avec leur vie à eux. Le style héroïne chic faisait partie de la panoplie. On est grunge, on vend de la mode, mais on fait comme si on n'en vendait pas. Pour Calvin Klein, les mannequins vendaient des vêtements qui habillaient un état d'esprit, qui était un état d'esprit antisocial. Et puis, il y avait toutes ces photographies qui la montraient comme une petite créature à la fois décharnée et dure. Cette esthétique, qui était mise en avant notamment par Corinne Day, avait un caractère choquant et rebelle parce qu'elle montrait la réalité. Cela revenait à dire « personne ne vit comme dans les publicités qu'on a l'habitude de faire. Nous, on ne vit pas comme ça et on trouve ça cool. » La parution en 1993 des photos de Corinne Day dans l'édition britannique de Vogue suscite un véritable émoi dans la presse, qui parle de pédopornographie et de boulimie. Le terme héroïne chic voit le jour. Le corps et le visage de Kate Moss deviennent synonymes d'une nouvelle génération. La génération des raves, des drogues et des fêtes. De jeunes photographes de mode audacieux emboîtent le pas à cette tendance et cassent le côté lisse des photos de mode. C'est le cas de Jürgen Teller et de Wolfgang Tillmans. Paris, capitale de la mode, y compris pour Kate Moss. À 20 ans, la jeune femme a un agenda surbooké, gagne 15 000 $ par jour, mène une vie entre champagne et jet lag et fait les titres de tous les plus grands magazines de mode. Dès le début, elle travaille avec les photographes qui comptent et qui vont permettre son accession au rang d'icône. Elle est tout simplement extrêmement naturelle et gaie. Elle est toujours drôle, toujours de bonne humeur. Elle a quelque chose que l'on ne peut pas décrire, quelque chose d'inimitable que personne d'autre n'a. Les autres filles sont toutes formidables, mais Kate a quelque chose en plus. Je ne peux pas décrire ce que c'est. Elle a, comment dire, Kate est cool. C'est bête à dire, mais elle est vraiment cool. Kate Moss a gagné sa place dans le monde des supermodèles. Elle devient l'icône de la mode et le modèle d'une nouvelle génération de femmes sûres d'elle. Mais comment fait-on pour atteindre un tel statut? Qui en est responsable? Le mannequin ou l'industrie de la mode? La personne ou la mise en scène de son apparence?
La naissance d'une icône est quelque chose de très très complexe. J'aurais tendance à dire que les icônes elles-mêmes n'y sont pour rien. À un moment, on atteint un stade où les gens font de vous une icône. Et une fois que le mouvement est enclenché, on ne peut plus l'arrêter. C'est quelque chose que j'ai observé chez moi avec ma propre carrière. D'un coup, les gens se sont mis à parler de moi. Je n'y croyais pas, je me disais que ce n'était pas possible. Je n'avais absolument pas l'impression, et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'être ce mec exceptionnel que les autres décrivaient. J'imagine que c'est la même chose avec Kate. On se retrouve hissé au rang d'icône, et une fois que c'est lancé, il n'y a pas de retour possible. Kate Moss fait désormais partie intégrante de l'imaginaire visuel mondial. Tandis qu'autrefois on vénérait la Sainte Vierge, ce qui a donné naissance à une iconographie religieuse complexe, on adore aujourd'hui des icônes qui sont davantage l'expression de l'esthétique du moment. Cette esthétique puise ses sources dans tous les domaines de la production culturelle: mode, musique, art plastique. J'ai cette photo depuis de très nombreuses années. Je ne l'ai pas rangée quelque part. Mais je vis avec, et je ne me lasse pas de la regarder. Elle continue de me fasciner. Je passe devant cette photo quand je me lève le matin, elle me salue. Les gens s'intéressent en général aux autres gens. Je ne regarde pas une chaise, je ne regarde pas un objet. Je me réveille le matin et je la regarde, elle, dans les yeux. L'icône a à voir avec l'iconographie, avec l'imagerie. Et comme toutes les images intéressantes, qui ne sont pas éphémères et qui marquent durablement notre mémoire visuelle, ce sont des images complexes. Une bonne image n'est jamais monocausale. Autrement dit, une belle femme, ce serait seulement de la publicité, de la réclame. Une image complexe est polycausale. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent qu'une image nous intéresse. Elle est dense, c'est un conglomérat de stimuli. Et chez elle, c'est la beauté associée à l'éphémère, la sexualité associée à la laideur, aux traces de la nuit. La normalité d'un côté, le statut de star intouchable de l'autre. Ici, Kate Moss nous regarde de façon beaucoup plus offensive, beaucoup plus radicale. Elle provoque. On entre en contact par le regard. Ce côté provocateur offensif est à l'opposé de ce côté contemplatif, harmonieux, songeur, calme. C'est évidemment extrêmement différent. Malgré tout, il y a ici aussi une provocation, une sexualité, mais davantage dissimulée, une sexualité latente. Alors que chez Kate Moss, la sexualité est très offensive. Et les deux sont belles.
Autrefois, les figures de saintes avaient autre chose à offrir. Elles étaient exemplaires parce qu'elles menaient une vie parfaite, parce qu'elles accomplissaient des miracles, parce qu'elles étaient infaillibles du point de vue éthique et moral. Ce qui est intéressant, c'est que nos modèles ou nos idéaux actuels ne sont constitués que de surface. Leur perfection ne réside que dans la couche extérieure. Daniele Buetti travaille sur les icônes de l'industrie de la mode. Des images de femmes, angéliques et retouchées. Buetti détruit précisément cette surface. Il s'attaque littéralement à l'envers des images de magazines. Il les incise pour y inscrire les logos des marques, puis rephotographie ces images. Ce qui m'a intéressé, c'était de voir ce qui se passait si je commençais à ajouter au stylo bille quelque chose à cette perfection, à ce visage lisse, à ce corps parfait. À quel moment ça bascule? Puis-je encore accroître cette beauté? Ou est-ce que je la détruis dès que j'interviens? J'ai essayé d'explorer toute cette palette de possibilités. Buetti a également détourné la célèbre publicité Obsession de Calvin Klein, qui date de 1993. La publicité avec laquelle Kate Moss a révolutionné le monde de la mode. Comme chacun sait, il y a beaucoup d'hystérie dans le monde de la mode. Un photographe s'entiche d'un mannequin, des rédacteurs en chef lui emboîtent le pas, d'autres photographes suivent, d'autres rédacteurs en chef aussi, et soudain, on obtient une personnalité. Dès le début, elle a travaillé avec les meilleurs photographes, les meilleurs stylistes, les meilleurs directeurs artistiques, maquilleurs et coiffeurs. Si on commence tout en haut et si on s'intéresse à la mode comme Kate, je pense qu'il est inévitable qu'on devienne une grande star. Hier comme aujourd'hui, Kate a toujours eu un look bien à elle. Elle fait la mode. Elle a son style, une façon inimitable de mélanger la haute couture avec le prêt-à-porter, les grandes marques avec le bon marché. Et je pense que cet enthousiasme qu'elle a est un atout. Kate n'est pas un pantin, mais elle suit son propre jugement qui est avisé. C'est une personne très créative en ce qui concerne ses vêtements et plutôt rebelle. Elle déteste suivre les tendances. Elle invente tout le temps de nouvelles façons d'associer les vêtements. Elle va porter un nouveau style de jean avant même que quiconque y ait songé. Elle est très attirante parce qu'elle porte toujours quelque chose de nouveau. On s'en inspire, on se dit « Tiens, je n'y avais pas pensé, je vais essayer ». Kate fait ça tout naturellement. Le style Kate Moss est copié en masse. Et cela va au-delà de la mode qu'elle vend en tant que mannequin. Toute une génération qui refuse de se plier aux diktats d'une mode imposée s'est emparée de son style pour affirmer sa propre identité. Elle fascine les gens de la mode parce qu'elle a pratiquement été élevée par l'industrie de la mode. C'était une sorte d'expérimentation. Vous prenez une petite fille, vous la plongez dans l'industrie de la mode, et qu'est-ce que vous obtenez? Kate Moss. Le milieu des années 90 marque l'apogée de sa carrière. Plus qu'aucun autre mannequin, Kate Moss sait se faire caméléon, tout en gardant une personnalité reconnaissable entre toutes. Idéale pour les couturiers,
de la jeune avant-garde au classique. Tous s'arrachent le mannequin d'1,72 m. Kate Moss incarne le luxe et le punk, l'élégance et le rock. Elle est tout à la fois. Kate Moss se fait également un nom comme mannequin, peu soucieuse de sa réputation. Elle fume, boit, fait la fête, élève seule son enfant. Si certaines maisons de couture se séparent d'elle après les clichés la montrant en train de consommer de la drogue, son image et son succès ne sont pas affectés à long terme. Bien au contraire. Son laisser-aller, considéré comme cool, contribue à l'établissement de son statut d'icône. Son côté décalé inspire les grands couturiers. En premier lieu, Vivienne Westwood et son mari, Andreas Kronthaler. Elle est tout simplement sexy. On ne doit pas oublier ça. C'est la base de tout. C'est tout simplement une femme sexy. Une fille sexy. C'est quelque chose d'omniprésent. On le sent tout le temps, dans tout ce qu'elle fait. Ça lui donne du piquant, de la classe. Ce n'est pas donné à toutes les femmes. J'aime beaucoup Kate. Je trouve qu'elle est géniale et qu'elle a beaucoup fait. Ce que j'aime chez elle, et c'est je crois ce qui transparaît, c'est qu'elle ne se soucie de rien. Elle se fiche complètement d'être nue. C'est l'une des premières à avoir fait ça quand elle était jeune, pour une publicité de Calvin Klein. Enfin, elle était allongée sur le ventre. Ça ne lui fait rien de se déshabiller quand elle est en coulisses. Elle s'en fiche. C'est assez punk comme attitude. Au début du XXe siècle, Kate Moss aurait été une prostituée. Avec de la chance, elle aurait eu un salon. Sa réputation aurait été aussi grande qu'aujourd'hui. De nos jours, on a les mannequins. Et c'est très bien.
C'était un défilé qui s'appelait Liberty. Elle portait un vêtement de soirée. C'était un corset avec ce qu'on appelle chez nous un cul de Paris, composé d'une immense traîne en tulle de soie enroulée avec un gros nœud au bout. C'était assez délicat, mais le corset n'était pas ajusté comme il fallait ou pas posé assez haut. Résultat, elle est arrivée sur le podium les seins à l'air. Mais ça ne l'a pas tracassée plus que ça. Je me revois la regarder et me dire « Aïe, aïe, aïe ». Évidemment, ça a beaucoup plu au public et aux photographes. Mais ce n'était pas intentionnel. C'est juste que ça avait foiré. Mais elle a bien aimé et elle a défilé comme ça. Kate Moss est différente de toutes les autres. On fait donc appel à elle pour des expériences, des campagnes publicitaires atypiques. La marque de sous-vêtements Agent Provocateur, fondée par Joseph Corr, le fils de Vivienne Westwood, est connue pour son goût du risque. En 2007, l'entreprise engage le réalisateur Mike Figgis pour une publicité qui fera date. Évidemment, si vous portez un manteau, vous portez un manteau. Il peut être beau ou non. Pareil avec une culotte ou un soutien-gorge. Or, Kate Moss arrive à les rendre intéressants. Et son talent tient à ce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre comment elle s'y prend. Mike Figgis fait de Kate Moss une figure céleste, qui erre telle une somnambule à travers ses rêves et ses pensées. Le tout filmé avec une caméra à vision nocturne. Kate Moss est au centre de ce spot publicitaire, et non pas les sous-vêtements qu'elle porte. Elle est mise en scène davantage en tant qu'être humain que mannequin. Les gens veulent que leurs icônes aient l'apparence d'êtres humains, c'est-à-dire qu'elles soient imparfaites. Si vous pouvez survivre à vos démons et à vos défauts en public, ce qui est très difficile parce que personne ne souhaite exposer ça, si votre linge sale est déballé en public et que vous vous en sortez, votre prestige en sera renforcé. Les gens ne veulent pas ressembler à leurs icônes, mais ils veulent que celles-ci incarnent certains de leurs problèmes. Il faut donner à voir les défauts de l'être humain tout en restant à part. When you have these dreams, they're so intense and real and weird that they can change the way you think about things, I think. You know you're dreaming, but it's like there's two people. There's the me that there's the me that is in the dream and not knowing anything that's going to happen. Ce n'est pas une figure tragique, contrairement à de nombreuses autres icônes comme Jim Morrison, vous voyez, ce genre de cliché. Elle représente véritablement une personne vivante, avec beaucoup de personnalité, beaucoup d'énergie et un état d'esprit positif, même quand les choses deviennent un peu rock'n'roll.
Sur cette photo, on a l'impression qu'elle est allongée. Mais en réalité, elle est debout contre un mur, avec les pieds posés par terre. Je suis sûr qu'il n'y a pas eu un seul jour ces 10 dernières années sans qu'elle ait eu sa photo ou un article dans un journal. Ça contribue à nourrir en permanence l'imagination du public. Ces scandales sont très positifs parce qu'elle ne se laisse pas utiliser. C'est un point remarquable chez Kate. Elle ne se laisse pas assigner un rôle d'exemple à suivre. Beaucoup d'autres mannequins avec qui j'ai travaillé vont se cacher pour fumer, pour que personne ne prenne de photos parce qu'elles veulent être un modèle. Kate n'est absolument pas comme ça, elle ne s'en soucie pas du tout. C'est l'un des points cruciaux qui explique pourquoi Kate est Kate. Kate ne parle jamais à personne. C'est un autre élément qui fait d'elle une personne absolument unique aux yeux du public, ainsi qu'une sorte d'énigme. Plus qu'aucun autre élément, ça a probablement été le coup de maître de sa carrière, de lui dire de ne pas parler. Personne n'établit un plan de communication qui consiste à ne pas parler aux journalistes. Être à la fois la seule personne à ne pas s'exprimer tout en étant partout visuellement, c'est plus que génial. Je me souviens avoir parlé il y a plusieurs années à la rédactrice en chef de l'édition britannique de Vogue. Ça fait 3 mois que vous mettez Kate Moss en couverture de Vogue. Pourquoi? Elle m'a répondu, elle fait vendre. Quand on la met en couverture, on vend 5000 exemplaires de plus. Le fait d'être immédiatement reconnaissable est une composante fondamentale dans la fabrication d'une image. Face à une photo d'Elvis ou de Marilyn Monroe, c'est instantané. Vous les reconnaissez immédiatement. Elle est devenue un produit iconique. J'ai l'impression que les gens l'exploitent comme une sorte de franchise. Ils donnent sa photo à retoucher et recréent une image à leur goût à partir de l'image qu'ils ont prise d'elle. Quand la photo paraît dans un magazine, elle ne ressemble souvent plus tout à fait à Kate Moss, même si en même temps il est important qu'elle lui ressemble suffisamment pour que les gens se disent « Ah, c'est Kate Moss ». Elle est aujourd'hui aussi importante que le produit. Elle a véritablement acquis un statut d'icône. Les hommes la regardent et se disent « Oh, comme j'aimerais qu'elle soit ma copine ». Les femmes la regardent et se disent « Si j'avais ce visage, ces yeux, j'aurais un copain canon genre Johnny Depp ». Elle joue un rôle très important. Elle fait naître chez les gens un désir et leur donne confiance. Parce qu'au départ, c'était quelqu'un de très ordinaire socialement et intellectuellement. Les gens pensent donc qu'il y a toujours de l'espoir pour eux. Dans le métro, en attendant le bus sous la pluie, dans le bus, j'ouvre un magazine, je vois Kate Moss et je me dis qu'il y a de l'espoir. Kate a un visage terne et ça fait partie de son succès. Il est joli, ses traits sont comme il faut et on peut le maquiller. C'est peut-être pour ça que les peintres et les photographes l'aiment bien, parce qu'ils peuvent faire d'elle tout ce qu'ils souhaitent. Au fil des années,
Kate passe du statut de mannequin à celui d'image. Un motif artistique, la muse de nombreux artistes internationaux. Ce que j'ai le plus apprécié en travaillant avec Kate, c'est qu'après être arrivée et avoir enlevé ses vêtements, elle n'était plus cet être décharné. Elle n'était plus cette figure anorexique, accro à l'héroïne, avec des bras et des jambes comme des cure-dents. Elle avait eu un enfant, son corps s'était épaissi, et sa jolie poitrine commençait un peu à céder à la gravité. Elle m'a dit « Oh mon Dieu, j'aurais dû arranger mes poils pubiens avant de venir. » C'était une personne beaucoup plus humaine, beaucoup plus à l'aise. Et je pense beaucoup plus aimable que ce à quoi je m'attendais quand elle a franchi le seuil de la porte. J'étais fasciné de voir à quel point elle était à l'aise avec ça. Je me suis excusé pour le premier daguerréotype que j'avais fait parce qu'il était assez rude. Elle m'a dit « Ne t'en fais pas, j'ai 1 million de belles photographies de moi. C'est super, ne t'en fais pas pour ça. » Chuck Close utilise la daguerréotypie, inventée au XIXe siècle. Ce procédé photographique inhabituel produit des images brutes où chaque nuance, chaque pore est rendu visible. C'est fascinant de voir à quel point son image est malléable. Elle peut tout devenir entre les mains d'autrui. Elle peut tout devenir dans l'esprit d'autrui. Mais en même temps, on croit toujours parfaitement savoir qui elle est. Quand elle permet à ces artistes de faire ça, elle met sa vanité de côté et, dans une certaine mesure, elle met en péril son image de marque. C'est parce que, me semble-t-il, elle aime toucher du doigt la possibilité d'être quelqu'un d'autre.
Kate Moss est la poule aux œufs d'or du XXIe siècle. Qui l'utilise le fait aussi pour son propre profit. C'est le cas dans la mode comme dans les arts plastiques. Avec son corps, tout se vend mieux, plus cher, plus vite, y compris sur le marché de l'art. En 2002, le peintre britannique Lucian Freud peint Kate Moss alors qu'elle est enceinte. Le monde de l'art n'en revient pas, car la star des peintres s'était jusqu'alors refusée aux personnalités de premier plan, exception faite de la reine d'Angleterre. Pour nous, c'était un Freud. Oui, c'était Kate Moss, mais Kate Moss, pour nous, était secondaire. Pour nous, c'était un Freud. C'est pour ça que nous vendions le tableau, pas parce que c'était Kate Moss. Mais soudain, il y a eu un engouement mondial. La presse est arrivée des quatre coins du monde. Le fait que nous vendions Kate Moss est devenu d'une certaine façon beaucoup plus important que Freud. Oui, ça nous a surpris. Je n'avais peut-être pas encore mesuré l'ampleur du phénomène. 1,800,000, 1,900,000, at 1,900,000, at yours, at 2,400,000, against you there, sorry, 2,500,000, will you give me 2,600,000, 2,800,000, at 3,500,000 pounds. Le fait que le sujet soit Kate Moss a créé une dimension supplémentaire, un attrait supplémentaire. Et je pense également que cela a attiré un nouveau type d'acquéreurs qui n'achetaient pas auparavant des tableaux de Lucian Freud. Nous espérions donc faire une bonne vente. À l'époque, en 2005, adjuger un tableau 3,5 millions de livres était assez considérable. Cela correspondait en effet à la fourchette haute de l'estimation. Je pense que le fait que ce soit Kate Moss, le fait qu'elle soit elle aussi une icône, a joué un grand rôle. De fait, nous avions deux icônes, Freud et Kate Moss. Je pense que cela a été déterminant. Le monde de l'art occidental n'est pas le seul à se pencher sur le phénomène Kate Moss. Dans la Chine communiste aussi, on s'intéresse désormais à l'icône de la consommation. Kate Moss incarne une image de femme indépendante et a la personnalité forte. Elle n'est pas conventionnelle et très à la mode. Elle est cool et accorde beaucoup d'importance à sa personne. Les jeunes femmes chinoises font l'expérience de l'ouverture à l'Occident et de la mondialisation. Les échanges et la communication entre la Chine et l'Occident augmentent constamment. Petit à petit, les femmes chinoises découvrent cette culture et cette indépendance, ce qui entraîne un changement progressif. La définition la plus large et la plus élémentaire de l'art, c'est qu'il n'a pas de but. Il n'a pas de but à proprement parler. Tandis que la définition la plus large et la plus élémentaire de la mode, c'est qu'elle nous empêche de nous promener nus, d'avoir froid ou de se faire arrêter.
Ce n'est donc pas de l'art. En revanche, c'est extrêmement important du point de vue commercial, parce que l'homme nourrit un profond désir, pas forcément d'acquérir, mais de dépenser. Pouvoir dépenser de l'argent est lié à l'estime de soi. J'ai l'argent pour acheter la dernière BMW ou le dernier petit sac à main d'un grand magasin. Les mannequins consacrent ce désir en nous disant « Oui, c'est bien d'acheter ». Cette capacité à générer de l'émotion que possède Kate Moss ne doit pas être sous-estimée. C'est tout simplement le meilleur outil pour conférer une âme aux choses. Elle peut apporter ce supplément d'âme. Ce supplément d'âme est lucratif. 20 ans après ses débuts, Kate Moss gagne toujours des millions de dollars. L'icône Kate Moss est en même temps la marque Kate Moss. Le mannequin crée des sacs pour Longchamp et des vêtements pour Topshop. Mais tout cela n'empêche personne de la faire défiler. Égérie d'Yves Saint Laurent de la première heure, elle continue de travailler en étroite collaboration avec la maison de couture, malgré la disparition de son fondateur. Quel sera le destin de Kate Moss? J'en sais rien. Bien sûr, moi je souhaite que ça dure, je le souhaite pour elle parce que je l'apprécie beaucoup, je souhaite que ça dure le plus longtemps possible et que cette vie qui est un éternel recommencement, cette capacité à se réinventer continue. Ce qui est certain, c'est qu'elle est, j'en veux pour preuve le sujet qui est celui de votre documentaire, elle fait déjà partie d'une forme de mythe de féminité du XXIe siècle. Donc à ce titre, elle est là pour longtemps. Pour le monde de la mode, parce que c'est des femmes qui sont des sources d'inspiration, qui sont pour les designers. Depuis toujours, Monsieur Saint Laurent, pour ne parler que de lui, a été très inspiré par les muses qui l'accompagnaient depuis le début. Et donc oui, je crois que c'est très important et ça ne s'arrêtera jamais. Après, il ne faut pas juger dans un instant. Si on juge sur la durée, on voit qu'il y a des générations de femmes qui se succèdent et pour chaque génération, il y a 1, 2 ou 3 icônes emblématiques d'une féminité. Quand on travaille pour une industrie de l'artifice et qu'on sait à quel point chaque image est artificielle, on a du mal à croire que les autres puissent regarder ces images comme si elles étaient réelles. C'est peut-être un avis d'initié très cynique, mais quand on travaille pour l'industrie de la mode, on vend surtout du rêve. En faisant appel à Kate Moss, ces grands groupes s'offrent le droit de hisser le drapeau de pirate sur le navire de leur entreprise. Ça leur confère un peu de grunge, un peu de mordant, un certain chic qu'ils n'auraient pas autrement. En s'alignant sur quelqu'un qui vit pleinement sa vie et se débat avec les contingences de la vie moderne, ils gagnent en crédibilité. En général, quand on travaille avec un mannequin pour une campagne publicitaire, pour un couturier ou pour un autre client, et qu'on s'aperçoit qu'elle vient de terminer une autre campagne publicitaire, la première réaction, c'est « Ah, elle fait déjà telle campagne. Nous voulons quelqu'un qui travaille en exclusivité pour nous. » Mais avec Kate, ça ne fait rien. Kate, c'est un phénomène. Kate fait 10 campagnes publicitaires et ça ne dérange aucun des 10 clients qu'elle travaille pour 9 autres.
On n'a pas l'impression qu'elle soit obsédée par la volonté de faire la plus grande carrière de l'histoire de la mode. On a plutôt l'impression que c'est le destin et que ce qui devait arriver est arrivé. Je pense que les modèles à suivre sont de moins en moins importants, de la même façon que chacun d'entre nous est de moins en moins important. Kate Moss, que vous l'aimiez ou non, est quelqu'un que la jeune génération observe et juge pertinente dans ses combats, ses triomphes, ses succès. Mettez sa beauté de côté. Elle a un impact sur la vie de ceux qui la regardent et s'intéressent à son histoire.